moi j'ai envie de dire à tous ces gens-là qui passent leur temps à faire des lives de 2-3 heures à parler de ces sujets ineptes, moi je suis patriote mais je suis souverainiste, mais Union Européenne, mais moi je suis pas nationaliste, mais je suis pas raciste, je suis pas truc, je suis pas machin. En fait, pendant ce temps, nos femmes se font violer. J'ai envie de dire, faut se réveiller, il y a des sujets plus importants que ça. Vas-y, avance. Pour montrer où on est dans un... He want to give you a Okay, mobile phone. okay. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va visiter un village. Qui sort de ce tube de 152 mm. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Retex. Je suis très honoré justement d'inaugurer cette présentation. Je m'appelle Rodolphe Carr, je suis déjà intervenu plusieurs fois sur les ondes justement d'Omerta et aujourd'hui c'est un honneur d'accueillir pour moi Hugo Nemesis. Salut Hugo. Bonjour à tous. Ouais, alors je suis tout particulièrement honoré de t'avoir. On est un peu dans les mêmes eaux, on a le même âge quasiment, on est de la même génération. Je pense qu'on a pas mal de points d'accroche, on a une vision assez commune et globale justement du devenir de notre nation, de notre génération de Français. Et c'est vrai que pour moi c'était tout particulièrement intéressant de t'avoir parce que je trouve que tu donnes vraiment un cap pour la jeunesse. Je pense qu'avec la diverses destructions des structures justement qui peuvent structurer un homme, je pense à la religion, à la famille, au dépassement de soi par les sports de combat ou par même l'entrepreneuriat. Je pense que tu as vraiment quelque chose à donner aujourd'hui à la jeunesse, donc c'est pour ça que je suis vraiment honoré de t'avoir et j'aimerais que tu commences tout simplement par te présenter. L'écrivain Charles Péguy disait que tout est joué avant que l'on ait 12 ans et on sait l'importance justement d'une enfance dans la vie d'un homme. Donc j'aimerais que tu nous expliques un peu d'où tu viens, ton parcours et comment on en arrive justement à être un athlète professionnel et un combattant professionnel comme tu l'es aujourd'hui. Bah écoute, merci beaucoup de ton invitation et de l'invitation d'Omerta. Je suis très content d'être ici. Alors pour faire très court, donc moi Hugo Nemesis 2, donc je le répète parce que souvent il y a des gens qui me disent c'est ton nom de famille Nemesis. Alors non, dans la boxe on a cette fâcheuse tendance à se donner des surnoms, voilà, pour intimider l'adversaire ou tout simplement pour que les gens s'en souviennent. Donc d'ailleurs c'est pour ça que les gens ils m'appellent souvent Hugo Nemesis. Ils disent pas 2. Donc du coup voilà, je m'appelle Hugo 2, mais mon nom de scène c'est Nemesis. Donc je suis combattant de MMA professionnel, signé au KSW. C'est ceux qui connaissent pas du tout le monde du MMA. Est-ce que j'ai besoin de rappeler ce que c'est le MMA ou ça? Ouais, non, ça devrait aller, je pense. Voilà, c'est un sport de combat en fait qui est en mêlant mixed martial arts, donc arts martiaux mixtes. Donc ça mélange la boxe, la lutte, le jiu-jitsu, etc. Donc on se combat debout, au sol, etc. Et donc la ligue où je suis, c'est une des plus grosses Ligue 2 du sport. Voilà. La Ligue 1 étant l'UFC, tout simplement. Donc du coup je me rapproche de l'élite en fait de cette ligue, le KSW, parce que je vais bientôt faire mon entrée dans le top 10 de ma catégorie. En Europe on peut dire que c'est la c'est ligue majeure. Oui. Ils sont pas loin derrière, il y a d'autres ligues, mais vraiment pour moi c'est celle qui est là, une des plus grosses et qui est là depuis très longtemps. Voilà, c'est ça surtout. Et justement je te coupe, pourquoi en Pologne s'est développée cette ligue et pas, je sais pas, dans des pays comme la France, l'Italie, l'Allemagne. Pourquoi spécifiquement en Pologne? Alors pour la France, c'est facile en fait de l'expliquer parce qu'avant c'était illégal le MMA. D'ailleurs le premier gala de MMA qui a eu lieu en France, qui avait été organisé par Fernand Lopez au Cercle d'hiver. En fait, ça avait été il avait joué avec ses avocats, voilà, et c'était une guerre juridique et il avait réussi à faire l'événement, mais bon après, on va dire que la police n'était pas loin d'interdire l'événement, c'était assez marrant. Du coup, c'est pour ça en fait tout simplement qu'il n'y a pas, il commence à avoir des organisations en France qui sont quand même bien, l'Hexagone, l'Ares, etc. Mais en gros, oui, en Pologne, c'est légal depuis toujours, entre guillemets, depuis que le MMA ça existe. Parce que déjà, les Polonais, ils aiment bien, pour parler crûment, la bagarre, ils aiment bien les sports de combat. Et du coup, le KSW, ça doit avoir ça a plus de 20 ans, ça c'est sûr. Mais oui, c'est une institution là-bas. Il y a une des personnes qui a aidé d'ailleurs à l'essor là-bas, c'est Mariusz Pudzianowski, qui est en fait un ancien strongman,
qui s'est lancé dans le MMA, et en fait il a un peu une vie rocambolesque, voilà, il a eu des affaires avec la mafia polonaise, enfin c'était le film, mais qui est vrai, il a même fait de la prison d'ailleurs, et du coup il a fait du MMA, et en fait ça a marché aussi parce que Mariusz il a un physique hors norme, il doit peser 130, 140 kilos, enfin voilà, c'est un strongman, mais il a quand même aussi bon c'est pas un gars ultra technique, vous doutez bien, mais il a quand même des compétences martiales, et c'est grâce à lui que c'est développé, et du coup en Pologne, c'est juste la règle du temps et du travail sur beaucoup d'années. Et voilà, du coup, ça fait des combattants. Mais c'est marrant que tu parles de Mariusz, parce que justement, ces années 90-2000, moi je suis de 93, toi il me semble que tu es 96. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, je me souviens, grâce à mon grand frère, on regardait pas mal de vidéos du K1. Au Japon, avec ses grands combattants, et du Pride aussi, avec Marco Crocop ou Eliemankov, justement, Fedor. Donc c'est intéressant parce que déjà à l'époque, on avait aussi des combattants français, il me semble qu'on combattu, donc on exportait déjà des combattants dans ces ligues qui étaient... Il y avait des combattants de MMA français, des gens. L'entraînement est autorisé depuis toujours, je pense, il n'y a jamais eu de restriction à ce niveau-là. Mais déjà avant, c'était pas labellisé MMA, c'était labellisé Pancras. Voilà, donc il n'y avait pas de frappe au sol, alors que le MMA, il y a des frappes au sol. Et du coup, en fait, oui, on a eu des Français qui ont combattu à l'étranger, au Pride, à l'UFC, même avant que ce soit légal en France, bien sûr. Oui, mais c'est vraiment en plus des légendes autour. Il y a Silva aussi, je me souviens. Ouais, Anderson Silva. Oui, exactement. Et on voit souvent ces personnages revenir parce que ça a été vraiment des légendes. On s'échangeait à l'époque, mon frère, je me souviens, des VHS pour voir ces combats où c'est vraiment des mecs qui ont influencé. Et donc, pour revenir à ton parcours, toi, tu es français, franco-français, d'où tu viens. Est-ce que tu commences le sport de combat très jeune? Est-ce que tu viens d'une famille où on le pratique aussi? Dès mes 6 ans, je me battais. Ouais. Alors, j'ai commencé le sport, les sports de combat à 6 ans, mais je faisais pas de boxe ou de kickboxing ou du MMA. En fait, alors du coup, je reprends à la base. Je suis ligérois, c'est-à-dire je viens de Saint-Étienne, de la Loire. Donc voilà, moi je suis pas de Saint-Étienne même, je suis de la campagne autour, donc on peut dire que je suis un campagnard, un provincial. Et du coup, je suis né dans une famille très sport, mais pas sport de combat. Voilà. Après voilà, mon oncle, mon grand-père, etc. Ils ont fait l'armée, donc ils ont fait un peu de sport de combat quand ils étaient à l'armée, et puis mon grand-père un peu à côté aussi, mais très peu. C'était un maçon, donc il n'y a pas trop le temps de s'entraîner, on va dire. Mais par contre, une famille assez sportive. Excusez-moi. Et du coup, oui, c'est un peu moi qui ai ouvert les hostilités par un sport quand même qui est assez répandu. Et en France, on a d'ailleurs un assez gros niveau là-dedans, c'est le judo. Ouais, on est quasiment juste derrière les Japonais. Voilà, franchement, le judo en France, c'est incroyable. Du coup, j'ai commencé dans mon petit dojo communal. Voilà, donc j'ai fait du judo dès mes 6 ans. Voilà, ça c'est pas une blague, dès mes 6 ans j'ai commencé le judo, et puis je faisais aussi de la natation et du foot à côté, mais très vite le foot j'ai arrêté, ça me saoulait, et je suis resté natation, judo jusqu'à mes 9-10 ans, et après j'ai fait que du judo, et vers mes 11-12 ans j'ai fait un peu, mais que entraînement, parce que j'ai fait de la compétition très vite en judo, mais par contre je me suis entraîné aussi en sambo. Donc c'est une sorte de judo russe, pour faire très très simple pour nos téléspectateurs. Où on frappe par contre, il y a de la alors percussion. Oui, t'as sambo avec et sans frappe. Quand t'es jeune c'est sans, et plus tard c'est avec. Et du coup je suis fait un peu de lutte, mais ça je faisais pas de compétition, c'était juste pour m'ouvrir un peu à d'autres sports de préhension, et changer un peu, de faire que du judo. Parce que moi en fait, quasiment toute ma vie, je me suis jamais entraîné moins de 3 à 4 fois par semaine, quoi. Même dès mes 6 ans, c'était 2 sessions de judo, 1 de natation. Et puis quand je suis passé à 10 ans, 11 ans, 12 ans, je faisais 3-4 fois du judo par semaine, etc., quoi. Ouais, pour revenir à la lutte, c'est intéressant parce que c'est un sport relativement effacé, qui revient grâce justement bien sûr, au MMA, exactement. Et on a eu quelques champions en plus, mais souvent... pour avoir une carrière professionnelle quand on n'est pas dans le domaine public, c'est l'ICEP, il me semble, c'est très compliqué de vivre en dehors. On sait que c'est un problème aussi pour une partie de nos boxeurs. Surtout en France. Surtout en France, exactement. Et par contre, on voit que, par exemple, dans des pays comme les États-Unis, la lutte, c'est une institution. C'est vraiment quelque chose dans les universités qui est beaucoup poussé, alors que c'est quand même, j'ai envie de dire, un art martial proprement européen et peut-être le plus ancien historiquement. Donc là aussi, il y a peut-être quelque chose à refaire en France. Le MMA
MMA aussi, c'est historiquement, c'est grec, hein, c'était du pancrace. Pancras. Bon, à l'époque, ils se battaient pas avec des gants, c'était avec des gants cloutés. Et on va dire qu'ils sortaient bien amochés, les mecs. C'est quoi. toujours cette légende avec Platon, il me semble, quand on Ouais, faisait, voilà, c'est ça, Platon, le lutteur, alors je sais plus comment on dit, le pratiquant de pancrace, mais c'est pas grave. Mais du coup, effectivement, ouais, c'est très européen, très occidental. Les grosses nations du sport, donc les États-Unis, la Russie, la Chine, en fait, ils financent les athlètes pour être des athlètes, alors que la France, elle le fait, mais dans une mesure qui est infiniment plus basse. L'Iran aussi, il me semble qu'ils ont une bonne équipe L'Iran, aussi. effectivement, oui, bien sûr. Mais bon, maintenant, un peu moins là, actuellement, je pense. Ouais, petite blague à part. Mais en gros, oui, effectivement, il y a un problème de financement du sport. Moi, je connais des athlètes qui ont été financés, hein, même quand je faisais du judo. Moi, je suis jamais allé à l'INSEP, mais c'était parce que ma maman voulait pas que j'aille en internat loin de la maison. Mais bref, oui, voilà, effectivement, je connaissais des gens qui avaient des bourses, etc. Donc ça, c'est bien. Mais c'est dérisoire. Moi, j'ai dû faire plus de 10 années de compétition de judo. En termes de purement argent ou alors ce qu'on m'a financé, c'est dérisoire. On m'a financé quelques stages à droite à gauche, etc. Mais c'est vraiment dérisoire. Alors qu'aux États-Unis, tu as des gamins qui ont 12, 13, 14, 15 ans, 16 ans, ils ont déjà un salaire, ils sont nourris, logés, blanchis. Enfin, c'est un autre niveau, quoi. Des exemples récents, des Américains, quoi. C'est Léon Marchand, par exemple, en natation, qui surdomine et qui fait justement une partie de ses études. Bien Je pense aussi à une partie des tennisman, souvent aussi, qui Bien partent. Et pourtant, là, tu aux parles de États-Unis. sport où il y a beaucoup d'argent quand même dedans. Oui. Le judo, la boxe, on n'en parle même pas. Non, en France, il y a un gros problème là-dessus, quoi. Bah après, c'est juste tout simplement, je pense que et c'est dommage parce que je pense qu'il y a vraiment des sportifs français excellents, quoi. Mais c'est juste que voilà, c'est pas le projet. Voilà. Donc enfance relativement sportive, t'es resté sportif Voilà. quasiment toute ta vie. C'est ça. Et après, quels sont ton parcours en études Alors du coup, je continue donc de la Loire. J'ai fait toutes mes études jusqu'au lycée dans la Loire, voilà. J'ai fait mon sport à côté dans la Loire. Après, je voyageais quand même pas mal, les compétitions, tout ça, je faisais tous les week-ends quasiment ou tous les 15 jours. Ça m'a permis de pas mal voyager en France et même un peu à l'étranger, c'était sympa. Et j'ai fait du rugby aussi au lycée, j'étais dans l'équipe du lycée. Ça, c'était... Bon, après... le rugby, c'était un peu l'extension de ce que je faisais déjà. Tu jouais quoi Tu jouais 9, centre, ailier ? Alors moi, tu sais, c'était une équipe de lycéens, donc j'ai joué plein de... À un moment, tu sais, vu que, bon, au lycée, c'est pas non plus des Golgoth, souvent les mecs, donc des fois, en fait, j'étais ailier, des fois, quand il n'y avait pas assez de monde, j'étais pilier. Donc, alors que, normalement, ça n'a rien à voir, tu vois, mais voilà, j'ai joué un peu, je fais demi-mêlée aussi, je jouais un peu tous les postes. Moi, ce que je préférais, c'était ailier, parce que tu faisais que des sprints. Moi, j'aime bien, je t'explose comme ça. Et juste, tout bête, on a un peu le même physique, on est un peu Rabelais. Ouais, orgueilleux un peu. Hein. Assez condensé, c'est même on va plus dire. costaud que moi, je pense. Hein. Mais c'est bien. Ouais, mais je pense qu'en 30 secondes, tu m'épargnes quand même. Non. Mais par contre, justement, pour par exemple, l'orientation que tu as eue pour le judo, toi aujourd'hui qui connais les sports de combat, on dit souvent qu'il ne faut pas faire forcément le sport qui nous plaît, mais peut-être le sport qui nous aime. Toi, je ne sais pas quelle éducation tu vas donner à tes enfants, si tu vas les mettre directement en sport de combat ou pas. Est-ce que c'est d'ailleurs un conseil que tu donnes aussi aux jeunes parents, que ce soit le judo ou un sport de percussion type boxe ou autre, si ça peut être bien aussi, parce que c'est une première confrontation aussi, j'ai envie de dire, à une opposition. On peut la reconnaître aussi dans d'autres sports, comme justement le rugby. Et toi, aujourd'hui, quelle philosophie tu aurais vis-à-vis de ça Tous mes enfants font des sports de combat. Mes enfants feront de la compétition. Filles comme mecs. Filles comme garçons. Bon, ça me fera un peu plus de mal pour mes petites filles, mais voilà, pour les filles, la compétition, on verra. Mais moi, mes garçons, c'est sûr et certain, désolé, hein, c'est très patriarcal ce que je veux dire, mais ils iront au carton, ça c'est sûr. Bien sûr, quand je vois mon petit loulou, mon fils, parce que j'ai un enfant, j'ai pas envie de l'envoyer au carton. Et quand à tous les pères qui nous regardent et ceux qui vont le devenir, vous comprenez ce que je veux dire, mais en fait, il n'y a pas plus grand péché que de surprotéger ses enfants. Et moi, je ne leur souhaite pas une carrière pro comme moi, hein, loin de là. Okay. Parce que là, c'est un autre degré de sacrifice quand même. Mais par contre, oui, je souhaite qu'ils soient confrontés en fait, à la compétition et tout simplement à la vie. Parce qu'en fait, pour moi, les sports de combat, il y a le sport, et pour moi les sports de combat c'est encore un autre degré quand même d'opposition. C'est l'allégorie de la vie, hein. C'est tout simplement la lutte. Voilà, c'est la lutte, c'est l'opposition de volonté face à un individu qui veut la même chose que vous. Bon, dans la vie c'est pareil, mais c'est un peu moins caricatural et direct on va dire, mais ce qui est bien, voilà, c'est qu'au moins
dans les sports, il y a moins de fourberie, c'est droit au but, mais par contre, vous avez cette opposition de volonté. Et désolé de l'apprendre peut-être à certains téléspectateurs, mais c'est ça la vie. Voilà, nous ne sommes pas égaux. Voilà, on est peut-être il y a une sorte d'équité dans le droit, etc. Mais les individus ne sont pas égaux et c'est là, il y a une concurrence naturelle qui se fait. Quoi. Le sport est sans pitié. Voilà, c'est ça. Surtout, même pour par exemple le basket, notre taille nous aurait déterminé à être relativement mauvais au basket, même si on était adroit. Voilà, pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure sur le sport que tu aimes ou le sport que tu dois faire. Voilà, moi, même la natation ou le basket ou même le tennis, moi, je suis fait pour rentrer dans le tas. Enfin, ceux qui, là, toi, tu me vois, bon, là, je suis assis, vous me voyez pas, mais je suis pas hyper grand. Je suis 1m74, 75. Je suis trapu, j'ai des bras très très courts. Donc, effectivement, moi, à part la boxe anglaise et le MMA et la lutte, le judo, je suis pas fait pour énormément de sport, quoi. Donc voilà, même si quand vous êtes athlétique, vous pouvez en faire beaucoup, mais à haut niveau, en réalité, il y a des prédispositions génétiques et morphologiques qui déterminent ce que vous allez faire. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, tout simplement. Donc juste pour reprendre tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on a bifurqué, mais du coup, judo jusqu'à mes 16 ans. Judo, lutte sambo, mais judo compétition quand même en majeur, quoi. Et après, en fait, je me suis blessé à l'épaule et ça m'a un peu, donc après ma convalescence, ça m'a un peu ouvert l'horizon. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai diminué un peu la compète de judo et c'est là que j'ai commencé à faire des percussions. Donc du pied-point, donc j'ai tout fait, hein, boxe anglaise, karaté, je voulais tout essayer un peu, muay thai, kickboxing, voilà, je voulais un peu tout essayer et puis j'ai fait ça jusqu'à mes 18 ans, donc fin du lycée. Et puis ensuite après je suis allé sur Lyon pour mes études et c'est là également que je suis entré dans la réserve opérationnelle de gendarmerie. Et du coup c'est là que j'ai un peu commencé à faire du grappling, du MMA, donc grappling c'est du jiu-jitsu quoi, mais sans kimono. Voilà, vous êtes juste avec un t-shirt et un short d'entraînement. Un rash guard on appelle ça. Et du coup, c'est comme ça un peu que j'ai ouvert mes perspectives dans les sports de combat. J'ai toujours fait de la compète dans quasiment tous les sports que j'ai pratiqués. Donc tout de suite, j'ai fait des combats de boxe anglaise amateur, boxe thaï. J'ai pas fait de l'amateur, j'ai fait du pro directement quand je suis parti vivre en Thaïlande. Oui, t'as vécu en Thaïlande, donc. Ouais, un peu. Et retour sur expérience. 8-9 mois, bah très bien. Moi, je suis vraiment, je suis fait pour vivre avec les miens, tu vois, avec des occidentaux, des blancs. Pour être, comment on appelle ça, satirique et polémique. Voilà. Ce qui n'empêche pas aussi d'être ouvert à aller voir une autre culture. Pas du tout. Mais de toute façon, en fait, notamment dans le sport de combat. Voilà, j'ai vécu dans un pays étranger. En fait, moi, je le précise plus parce que j'ai pas besoin de le préciser. Bien en fait, sûr. le sport de combat, par définition, c'est des nations qui s'affrontent et même en France, c'est ultra multiculturel. Donc, j'ai même pas besoin de le préciser. Bien sûr, je veux dire, en gros, on peut souhaiter vivre avec les siens sans détester les autres. Mais bon, ça, c'est logique quand même. Mais malheureusement, aujourd'hui, en France, on a besoin de le rappeler. Donc voilà, effectivement, j'ai fait un peu ce parcours-là. Et ensuite, après, donc quand j'ai terminé l'armée et mes études, je veux dire après mes études, ce que j'ai fait, c'est là que j'ai commencé. Je suis parti en Thaïlande, boxe thaï. Et après, quand je suis revenu, c'est là que j'ai commencé vraiment le MMA en amateur, semi-pro. Et puis après, pro quand je suis arrivé en Pologne. À l'époque, tu as vraiment un dessin, tu sais où tu vas arriver. Tu dis je pousse au max, je vois un peu comment ça se passe, je navigue à vue, t'es dans quelle disposition? Alors en fait, quand j'étais judoka, je voulais aller au plus haut. Quand après ma blessure, je voulais explorer un peu d'autres choses. Parce que j'adore le judo, mais voilà, je voulais juste découvrir d'autres choses. Je sentais que c'était pas mon sport définitif, quoi. Donc j'ai exploré le pied-point, etc. Et en fait, quand j'ai commencé le MMA, en même temps, j'ai ouvert ma société, Nemesis Coaching, en France. Donc c'était du coaching personnalisé. Et du coup, je dis, je vais faire de la compète de MMA. Déjà, c'est bien. Pour moi, j'ai envie de continuer à faire de la compète. Puis c'est d'un point de vue légitimité, c'est encore mieux quand tu es un compétiteur vis-à-vis de tes élèves. Donc, puis c'est sain pour l'esprit, voilà, de continuer à s'opposer à d'autres personnes. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait ça. Mais au début, moi, dans tout ce que je fais, je veux toujours être le meilleur. Mais je me disais pas, je vais être champion de l'UFC, quoi. Voilà, bien sûr. Et du coup, ça s'est fait de victoire en victoire. Et puis, quand j'ai surtout commencé à affronter des gens qui, eux, étaient en pro, qui, en tout cas, de ce qui était dit sur eux, ils avaient un vrai niveau, etc. Et quand j'ai vu qu'une fois qu'on était sur le tatami, alors pas juste quand on s'entraînait normal, quand on faisait des vraies mises de gants,
simulation de fight, le casse tout le zinzin. C'était pas inaccessible en fait. C'était pas du tout inaccessible, voire c'était des fois même positif pour moi. Oui. Donc du coup, même ça et certains coachs, mon premier coach Jordan Levra, voilà, il a vu en moi quelque chose, il m'a dit on peut faire quelque chose, il m'a amené à mes premières compètes amateurs, semi-pro, etc. Et c'est comme ça qu'après, au bout d'un moment, je me suis dit en fait, je peux faire quelque chose dans ce sport. Et après, c'est ça qui m'a amené aussi vers la Pologne, etc. Et voilà, juste sur mes études, parce qu'après on va dépasser. Du coup, moi, parce que les gens, il y a pas beaucoup de gens qui le savent, j'ai une double licence en droit sciences politiques, Oui. donc droit public et sciences politiques, plus axé sécurité, défense, relations internationales, etc. Donc j'ai fait à Lyon 3. Voilà, tout simplement. Mais justement, c'est ça qui m'intéresse particulièrement chez toi, c'est que tu montres très bien que tu peux pousser très loin dans le sport de combat, tout en faisant aussi des études, Bien sûr. en essayant aussi d'être un gars bien, entre guillemets, pour sa famille. Il y a vraiment à chaque fois cette volonté d'être un peu multitâche dans le bon sens du terme. Et ça, je trouve que tu le développes super bien. Et donc, tu as mentionné le cas de la Pologne. Alors, comment le petit Hugo, même s'il est déjà homme, qui a déjà bien exploré les sports de combat, qui a sa boîte de coaching que tu as encore, il me semble aussi. En fait, je l'ai transvasé en Pologne, mais oui, bien sûr. Ok. Et justement, comment tu te retrouves en Pologne alors que tu avais un chemin, somme toute, assez tracé en France? Bien sûr. Ouais. Alors, j'ai aucun lien en fait avec la Pologne, et j'étais un peu de ceux qui disaient voilà, ceux qui partent c'est des traîtres, voilà, en gros il faut vivre en France, voilà. Faux dilemme. Parce que moi j'ai toujours été nationaliste, patriote, identitaire, etc. Donc en gros, moi je me disais je vais rester ici, et voilà, jamais je pensais aller vivre à l'étranger, même après être allé en Thaïlande, pour moi c'était une aventure. Mais voilà, je me suis jamais dit je vais vivre à l'étranger. Mais en fait il y a eu le Covid. Et pendant le Covid, on pouvait pas s'entraîner, on pouvait pas, on pouvait pas faire grand chose. Mon business, il était à zéro parce que c'est du coaching, donc même si j'ai touché des aides, quand même, ça m'a aidé à survivre. En fait, ça m'a fait remettre en question. Pas vivre d'aide, je présume. Oui, voilà, exactement. Puis même, déjà, moi, je suis absolument pas socialiste, quoi. Je suis pour la charité chrétienne catholique, la charité du Christ, mais moi, je suis pas pour le socialisme. Et du coup, forcément, c'était pas un plan de vie qui me plaisait. Et du coup, même pas au bout d'un mois de confinement, en fait, j'ai essayé de trouver une solution. Et j'ai trouvé la solution, c'est un copain de la Légion qui est polonais, qui m'a fait venir en Pologne. Il m'a dit ici, désolé pour les termes, il n'y a pas Covid, kurwa. Et du coup, il n'y avait pas de Covid. Et si, bien sûr, il y a le Covid, mais on va dire que les normes étaient un peu plus souples. J'ai pu m'entraîner directement. J'en ai profité pour faire un petit stage de tir, parce que là-bas, moi j'adore le tir. Donc. Ouais, tu le mets d'ailleurs aussi en un peu avant. en avant, ouais. Voilà, c'est quelque chose que j'adore. Donc j'en ai profité d'une pierre deux coups. Et en fait, je suis arrivé en Pologne. Moi, je cache pas que j'avais une assez bonne opinion des Polonais, mais mauvaise opinion de leur pays. Voilà, je pensais un peu débarquer dans des endroits qui craignaient un peu. Absolument pas, en fait. Mais c'est exactement l'inverse. Ouais. Voilà. Et du coup, quand je suis arrivé là-bas, de grande surprise, même s'il y avait c'était un peu fermé quand même. Hein, c'était époque Covid, donc il n'y avait pas tout d'ouvert. C'était beau, les Polonais. Froid, faut pas le cacher, mais c'est des gens loyaux. Mais on voit des fiables. Disparités même entre Européens, Voilà. faut les reconnaître. Mais par contre, c'est des gens loyaux, et des gens. De toute façon, si je suis resté en Pologne, c'est que j'aime les Polonais, hein, faut pas se le cacher. Et du coup, je suis arrivé là-bas, l'entraînement était bien, la ville était bien, la vie était bien, enfin tout était bien. Et du coup, je suis rentré et j'ai dit mais qu'est-ce que je fais ici, tu vois. En gros, là, on est en train de s'enfoncer dans le communisme et le bolchevisme, et à côté à 2 heures d'avion, en fait, il y a un pays où t'es libre, où je vais pouvoir continuer ma carrière. Tout de suite, j'ai vu que j'allais pouvoir remonter mon business là-bas, y vivre. Donc du coup, il fallait juste convaincre. La chose la plus importante, c'est ma femme. Donc du coup, ça n'a pas été compliqué, mais du coup, voilà. Ta femme est d'origine polonaise, voilà, franco-polonaise. c'est ça. Ouais. Mais je répète, vraiment, elle était jamais venue en Pologne. C'était ses ancêtres en fait qui étaient polonais. Enfin, même une partie de sa famille, quoi. Mais voilà, du coup, j'ai fait des allers-retours même entre les lockdowns, les confinements, etc. Et en fait, à un moment, je dis ma chérie, on part en vacances. On a fait 15 jours dans la Pologne, et à la fin, je lui dis qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce que tu veux qu'on essaye ici ? T'avais préparé ton coup. Oui, bien sûr. Je lui ai pas dit avant. Je lui ai dit oui, viens en vacances, c'est bien. Et puis en fait, quand elle a vu comment c'était, et qu'elle a vu que j'avais un plan, et puis moi, ma femme, elle m'a toujours fait confiance. Donc, mais par contre, tu as dit, à mon avis, quelque chose d'intéressant.
quand on essaie d'opposer expatriés et nationalistes, je pense toi et moi on est nationalistes, t'es expatrié, je le suis pas. Peut-être aussi, ce qui est fondamental aussi dans notre génération, c'est la question d'être à sa place. Ce que tu fais n'est pas transposable à l'immensité des gens qui vont nous écouter ou aux autres. Ce que je fais aussi, donc d'écrire des livres, d'être journaliste, à chaque fois que je fais des conférences, je dis pas faites ce que j'ai fait en fait. C'est très important, comme tu dis, en fait, si on se sent pas à sa place à l'endroit où on est, d'essayer de voir s'il peut se faire des choses, si on peut aller le faire ailleurs. Comme tu l'as très bien dit, je pense que ton engagement, bien que tu le fasses à l'étranger, tu le fais aussi toujours majoritairement tourné pour la France, pour que la France s'améliore demain. Donc peut-être là-dessus aussi, éviter de tomber dans les caricatures comme on voit souvent sur les réseaux. Et peut-être que je trouve que il y a toujours un peu une solidarité entre les gens qui ont tenté de faire des choses. Qu'elles réussissent ou pas, c'est important, mais c'est pas forcément la chose la plus importante. C'est que les gens, à un moment où ils ont pris des risques, comme tu l'as dit, tu avais ton entreprise de coaching qui était peut-être en train de descendre à cause justement de la conjoncture, parce qu'on t'empêchait de faire ton travail, tout simplement. Tu as vu une opportunité, tu l'as saisie, tu es parti. Ça aurait matché ou pas, tu serais revenu et tu aurais fait sûrement autre chose. Je pense que c'est aussi intéressant dans notre génération d'avoir des exemples qu'on réussit comme le tien, qui ont parfois échoué, et vraiment tenter les choses. Si vous n'êtes pas à votre place, essayez d'aller trouver des perspectives et soyez surtout là où vous êtes le meilleur. Il faut être, moi je te coupe, mais il faut être des conquérants. Oui. En fait, c'est ça qui est agaçant. Vous savez, souvent dans nos milieux, on parle beaucoup de choses négatives, immigration, le grand remplacement, des choses vraies, le gauchisme, etc. Le dooming. Voilà, le dooming. Mais moi, je suis quelqu'un de déjà très optimiste dans la vie. On se connaît aussi en dehors. Tu as vu un peu ma personnalité. On est pareil. Ouais, voilà. Moi, je suis très optimiste, réaliste mais optimiste. Mais du coup, en fait, il faut venir avec de la positivité et surtout la niaque. C'est ça que je regrette de voir chez certains Français et même dans notre camp, parce que moi, je suis très critique des Français. Parce qu'en fait, mon but, c'est d'améliorer les Français. C'est qu'en gros, on s'en sorte par nous-mêmes. Parce qu'effectivement, il y a plein de choses à dénoncer, mais en fin de compte, s'il y a des choses qui ne marchent pas, c'est notamment et surtout à cause de nous. Donc en gros, je remets beaucoup en question la mentalité de certains Français, tout le monde n'est pas comme ça, mais certains Français qui me reprochent par exemple le fait que je sois plus en France. Bon, souvent, c'est pas des gens glorieux, c'est des anonymes sur Internet, mais ce que j'ai envie de dire à ces gens, c'est que vous savez, moi, peu importe où je suis dans le monde, je serai toujours français. Parce que être français, c'est pas une carte d'identité. Ça, c'est votre citoyenneté, d'accord ? Être français, c'est une origine ethnique, une culture, une histoire, une langue. Et donc un comportement. Et donc un comportement, etc. Et donc mon origine, être français et avoir le Christ au cœur, ça, j'ai pas besoin d'être en France pour le faire, même si tout mon combat se fait pour la France et les Français surtout. Moi, ces deux choses, peu importe où je suis, elles m'accompagnent, que je sois aux États-Unis, en Pologne, en France, ou alors, je sais, sur Mars, peut-être demain, avec Elon Musk. Mais voilà. Ton identité, tu la portes et tu la vis, en fait. T'as pas besoin de l'expliquer à travers. Tous les grands hommes, je dis pas que je suis un grand homme, en tout cas pas pour l'instant, mais tous les gens qui ont accompli des choses dans leur vie, grandes ou petites, c'est pas parce qu'elles ont mis un pied en dehors de France que ils ont arrêté d'être français, qu'ils se sont des traites, etc. Et bon, si vous ne me croyez pas, voilà, vous ouvrez un livre d'histoire, vous regardez toutes nos grandes figures, c'est complètement bête en fait de penser comme ça. Et je finis sur ça. Vas-y. En gros, moi, c'est du pense petit. En fait, c'est cette notion de, bien sûr qu'il faut tenir le terrain, bien sûr qu'il faut vivre chez nous, c'est évident. Bien sûr qu'il ne faut pas que la majorité des Français partent, mais déjà, je suis au moins 30% du temps en France. Maintenant, on est en France, on n'est pas en Pologne, désolé. Et en fait, le truc qui est assez énervant, je trouve, c'est que cette pensée du pense petit, faut pas sortir de France, ou même dans nos milieux, il y a des gens, moi je suis catholique, mais j'ai pas peur de faire de l'argent, au contraire, parce que je sais pas si vous le savez, mais vous voyez, ici on est chez Omerta, les autres plateaux télé, les initiatives, les entreprises, etc. En fait, si les gens de droite, les Français identitaires, etc., souverainistes, ils ne font pas de l'argent, en fait, on gagnera jamais. C'est comme ça, tu vois. Donc, il faut briser ce tabou. Voilà, il faut briser ce tabou de l'argent. Moi, je suis pour l'argent, il faut en faire. Il faut pas... il y a quelque chose... Une citation de Floyd Mayweather que j'aime beaucoup. Je vous passe l'accent américain, mais en gros, il a dit I make money, but money don't make me.
En gros, je fais de l'argent, mais l'argent ne me modifie pas, ne m'influe pas, voilà, ne m'influence pas. Et important aussi que justement cet argent circule entre nous. Bien sûr. C'est l'importance aussi c'est ça. de se reconnaître entre communautés. Et puis comment faire la charité quand il n'y a pas d'argent ? Oui. Bien sûr, tu peux aider les gens, tu peux faire du gratuit, mais en gros, au bout d'un moment, il faut avoir de l'influence et donc dans le monde d'aujourd'hui, de l'argent. Bon, c'est encore mieux si on est aussi souverain monétairement. Bon, ça, c'est un autre sujet. Parce que, la Pologne qui l'est toujours. Voilà, bien sûr. Mais aussi, il y a d'autres sujets, comme par exemple, à droite, je vois personne parler du Bitcoin. Je vois les gens, tu te dis, ils pensent aux cryptos, voilà, parce que bon, il y a plein de scams dans les cryptos, mais voilà, aujourd'hui, le Bitcoin, l'or, voilà, c'est des valeurs où vous détenez une valeur qui n'est pas liée aux États. Et en fait, ça, c'est hyper important. Et notamment à droite, tous ceux qui se font taper leur compte là, parce qu'ils sont de droite, faudrait peut-être se renseigner un peu sur la souveraineté monétaire. Voilà, c'est des thèmes qui sont jamais abordés chez nous. Le business, la souveraineté monétaire, donc Bitcoin, or, etc., l'investissement, etc., c'est abordé. Mais quand je dis c'est jamais abordé, c'est que c'est pas assez abordé. Parce qu'on est trop dans le dooming, justement. On est trop dans là, c'est fini, c'est machin. Il y a plein de manières de détenir son argent et c'est important. Et peut-être des manières basiques, très simples, justement, d'agir pour sa communauté, pour la France ou pour les siens. C'est le fait de continuer à utiliser du cash. Bien sûr. Pour justement ne pas se faire tracer, peut-être comme tu l'as dit, investir dans des choses, de la pierre quand on a les moyens, ou alors dans de l'or, dans des valeurs qui ne sont pas captables directement, et la manière dont on consomme, c'est la chose la plus bête du monde. Bien sûr. Consommer idéalement, je sais qu'il faut le faire selon ses bourses, mais l'acte de consommation, c'est l'acte militant premier. Local, même consommer quand vous êtes dans des... même en ville, ça peut être fait si vous connaissez un maraîcher que vous appréciez, qui a les bonnes valeurs, etc. Essayez d'aller acheter chez lui. Quand vous êtes à la campagne, essayez d'aller voir vos producteurs. Voilà, essayez d'aller voir même des coopératives, par exemple, de producteurs, c'est souvent plus simple. Mais en gros, il y a tellement de choses à faire. Et vraiment, en gros, c'est pour ça, moi, je dis souvent, d'ailleurs, je ne vais pas le cacher, hier, on s'est eu au téléphone pour savoir comment on allait conduire l'interview. Moi, je t'ai dit, voilà, pas de dooming et du positif. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses à améliorer et à faire en nous, qu'il y a déjà des gens qui critiquent l'immigration, qui critiquent les taxes, le communisme en France, la liberté d'expression, qui critiquent le grand emplacement, qui le dénoncent plutôt. Mais voilà, tout ça, c'est déjà fait. Donc maintenant, moi, je suis même mon entreprise, elle est basée là-dessus. Donc c'est Nemesis Coaching, qui est maintenant en Pologne, mais on est à l'international parce qu'on fait du coaching en ligne. Là, j'ai fait un séminaire il y a 3 jours en France. On fait des camps d'entraînement en Pologne, on fait du coaching en ligne, etc. Et en gros, moi, tout ça, bon, bien sûr, c'est un business, c'est pour faire de l'argent, mais c'est aussi et surtout pour donner l'occasion aux gens qui se reconnaissent dans mes valeurs de faire du sport et de devenir meilleur, d'être en meilleure santé. Parce que je suis dans les sports de combat, mais on coach des gens. C'est juste des gens, ils veulent avoir leur quota sport santé et mieux manger, tu vois, et être en meilleure santé. Donc on a aussi des sportifs qui font de la compétition, bien sûr. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis dans l'amélioration du français. Et d'ailleurs, pour moi, ma mission, en fait, c'est donc de revenir plutôt à un français plus originel, c'est-à-dire le français qui est fier de qui il est, comme la plupart des nations dans le monde. C'est ça le problème des Blancs et des Occidents, en fait, dans le monde d'aujourd'hui. C'est ce qui n'est pas le cas des Polonais, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je vis là-bas. C'est qu'en gros, ils n'ont pas honte, ils n'ont pas cet ethnomasochisme historique, mais aussi présent sur leur personne, quoi. Après, ça change dans notre génération. Je pense que tu fais le même constat que moi. Oui, bien sûr, toi, tu y participes justement en montrant qu'on peut aller dans les salles. Moi qui ai fréquenté un peu les salles de combat, tu sais que c'est quand même un espace où malheureusement, justement, ces Français de souche, on les voit moins, de plus en plus. Par contre, c'est en train de changer. C'est quand même une bonne indication. Bien sûr. Pareil, moi, dans le cadre de la lecture, en disant vous avez tout un patrimoine culturel, littéraire, intellectuel à reprendre, et ça participe justement à fabriquer un peu cet homme total qui soit justement compétent dans plusieurs points. Et t'évoquais la Pologne, justement. Aujourd'hui, par exemple, le Polonais lambda, comment il voit justement la France? Est-ce qu'il y a toujours un amour? On sait que c'est une nation, on a été plus ou moins liés aux Polonais, notamment avec Napoléon. Et même avant. On parlait même de république sœur ou de nation sœur. Donc comment voit aujourd'hui, on va dire, un Polonais moyen, justement de l'état actuel de la France? Alors, ils aiment la France. Les Français, ça dépend lesquels. Mais ils aiment la France, ils adorent. Quand tu dis que t'es Français en Pologne, même aujourd'hui, on est respecté. Ils pensent
à tort d'ailleurs, que tout va bien en France, c'est pour certains. Ah oui. Ouais. Pour certains. Mais en 5 ans, j'ai vu le changement. Maintenant, il y a très peu de Polonais qui pensent encore comme ça, même des Polonais de gauche. Ça existe. Après, c'est pas la même gauche que chez nous, mais ça, on y reviendra. Et en fait, oui, effectivement, ils aiment beaucoup ce qu'on a fait ensemble dans l'histoire. Ils respectent notre pays. Mais, bien sûr, ils sont pas aveugles. Ils voient très bien qu'aujourd'hui, la situation de la France, elle est dramatique. D'ailleurs, c'est marrant parce que même les Polonais de gauche, ils sont plus dans l'esprit... oui, bon, un peu plus de socialisme, mais pas trop, hein, parce que c'est quand même des capitalistes, mais c'est une nation catholique chrétienne, donc ils sont dans la charité, il y a énormément de communautés, d'associations, etc. Ils s'aident beaucoup. Par contre, woke, certains, tu vois, ils sont un peu LGBT, ok. Dans les grandes villes, c'est surtout sur les homosexuels en réalité. Okay, tout ce qui est transsexualité, ça passe très mal en Pologne, même chez les gens de gauche. Okay. Par contre, sur tout ce qui est homosexualité, en gros, faut pas taper les homosexuels. En gros, c'est leur ligne, quoi. Ce qui est défendable, c'est normal. Hein, faut pas taper les homosexuels. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est plus leur côté, voilà, LGBT. Ça, pour eux, c'est plus ça, quoi. Le mariage gay, par contre, ça aussi, chez certains. Je parle des Polonais de gauche, hein, qui sont en minorité. Et par contre, tout ce qui est immigration, tout ce qui est taxation, ça n'existe pas trop. Ça, il y a quoi ? Il y a le précédent c'est russe, communiste, justement. Ouais. Communiste. Ouais, tout simplement. En gros, les Polonais, ils détestent les communistes, quoi. Et pour eux, d'ailleurs, aujourd'hui, et là, c'est surtout chez le Polonais lambda et le Polonais qui est à droite, donc c'est 60-70% de la population, quoi. En fait, ils pensent que les Français aujourd'hui sont communistes. Ok. Littéralement. Genre, vraiment, c'est littéral. Ils pensent que les Français, c'est des gens, voilà, c'est des néo-communistes. C'est pas du communisme bolchevique qu'on a chez nous, mais effectivement, c'est du communisme, les taxes, le fait qu'il n'y a pas de liberté d'expression totale, ou alors même en Pologne, il n'y a pas une liberté d'expression totale. Par exemple, tu peux pas dire que t'es nazi, que t'es communiste, que t'es machin, comme aux États-Unis. Ça, tu peux aux États-Unis. Mais par exemple, oui, effectivement, tu peux dire beaucoup de choses en Pologne qui ne sont pas, en fait... honnêtement, de tête, de mémoire, en fait, tu ne peux pas critiquer le catholicisme, mais critiquer mais d'une manière virulente. Voilà, en gros, dire des insultes, etc. Tu peux pas parler en bien du nazisme et du communisme. Tu peux parler historiquement dessus, mais tu peux pas l'endorser, faire quelque chose de positif. Mais le reste, j'ai jamais entendu quelque chose que tu pouvais pas aborder. Voilà. Et justement, toi, tu le fais, moi je le fais, c'est qu'on assume être nationaliste français. Là, dernièrement, il y a un sondage qui est sorti dans une enquête Destin commun qui montrait que justement, on est encore un peu sur ce faux dilemme patriotisme-nationalisme, qui est à mon avis justement une des victoires idéologiques de la gauche, en opposant les deux. Alors que comme tu l'as très bien dit, la Pologne, c'est vraiment une nation qui a conscience inconsciemment, mais qui le revendique aussi de son identité, parce qu'elle s'est quand même construite dans l'adversité, avec d'un côté à l'est les Russes et de l'autre côté les Allemands. Pas oublier que les deux pays se sont un peu ont fait alliance justement pour dépecer la Pologne, et que c'est pour ça qu'ils ont vraiment un sentiment noble, justement. Ils n'ont pas de volonté expansionniste, les Polonais, mais de défense en tout cas de leur territoire, de leur peuple et de ce qu'ils sont en réalité. Et justement, moi je trouve que c'est intéressant, que c'est une notion à reprendre dans les années à venir, notamment dans la jeune génération, parce que dans le sondage que je viens d'évoquer, on voit que par exemple dans la génération Zoomer, donc c'est quoi, c'est 20 ans, 25 ans? Ouais, c'est entre 18 et 24, on va dire. C'est vraiment une génération qui s'assume de plus en plus. C'est pas nous on est vieux. Ouais, on est un peu vieux, mais qui assume être nationaliste. Mais déjà, dans notre génération, je trouvais qu'une certaine chape de plomb sur, tu l'as très bien dit, l'ethnomasochisme, la culpabilisation. Là-dessus, c'est encore les restes de SOS Racisme, en réalité 80, où en fait, on a dit aux Français, votre histoire nationale, c'est deux choses, c'est la colonisation et la collaboration. On reconnaît notre histoire, on prend tout, mais par contre, on n'a pas à se couvrir la tête de sang, et je trouve que c'est en train d'évoluer dans le bon sens. Et je pense justement que cette indication qu'on revienne sur une notion dépassionnée quelque part du nationalisme, en montrant qu'aujourd'hui, tout le monde peut être nationaliste, les Ukrainiens, les Russes, les Israéliens, les Américains, sauf nous. En tout cas, c'est en tout cas la chose qu'on nous interdit en tant qu'Européens de l'Ouest. Et en tout cas, tu vois que dans les pays d'Europe de l'Est, ou en tout cas d'Europe centrale, c'est quelque chose qui est complètement désinhibé. Et pour autant, ça part pas non plus dans des délires que justement la gauche va essayer de nous faire peur. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant qu'on ait ce retour. Et aussi, j'aimerais continuer sur la Pologne.
Donc, je peux intervenir Ouais, juste sur ce que t'as vas-y. dit. Alors, pour moi, aujourd'hui, les gens qui opposent patriotisme et nationalisme, alors, déjà, il faut savoir, je crois que c'est Mitterrand qui avait... oui, je crois que c'est Mitterrand qui avait dit que voilà, le patriotisme, t'aimes ton pays, et le nationaliste, tu détestes les autres. Voilà, c'est Mitterrand, il me exactement. semble. Enfin, Ouais, quelque chose en substance. voilà. C'était ça. En gros, Des voilà. fois, on l'attribue aussi à Roland Gary. Ouais, voilà. Bon, bref, Mais en bon, gros, des gauchistes, quoi. Et en fait, il faut savoir quelque chose, c'est que moi, ma théorie, c'est que les gens qui disent qu'ils sont juste patriotes, même à droite, en fait, ces gens-là, ils se rendent pas compte à quel point ils sont à gauche. C'est ce que je leur dis souvent. Donc, comme je dis, je préfère... Pour ça, moi, je parle aussi à des gauchistes en Pologne, parce que tout le monde est patriote en Pologne. Il y a peut-être 3% des représentants politiques qui sont pas patriotes et qui sont des vrais dégénérés gauchistes, ça c'est vrai. Mais le reste, voilà, c'est même à gauche, c'est des patriotes. Donc c'est pas des gauchistes, c'est des gens de gauche, voilà. Et ce que je respecte. Mais le truc, c'est qu'en France, les gens qui opposent nationalisme, patriotisme, c'est comme, voilà, j'aime ma femme, mais je la défends pas. Oui. C'est, en fait, au point où on en est, moi je le dis, hein, si vous pensez que vous n'êtes pas nationalisme, bah en fait, navré de vous le dire, vous êtes un communiste. C'est comme ça. Si vous vous dites patriote, en fait, vous aimez quelque chose, mais vous n'êtes pas prêt à le défendre et vous ne pensez même pas, dire, si vous êtes, vous aimez votre nation, d'accord ? Vous êtes patriote. Ça veut dire que vous comparez votre amour que vous avez pour votre patrie aux autres patries. Donc, c'est-à-dire que vous comparez et que vous mettez des niveaux. Si vous aimez plus la France que les autres pays, c'est-à-dire qu'il y a une compétition dans votre esprit et dans votre cœur, donc ça veut dire qu'il y a une hiérarchie. Donc, et le nationalisme, c'est penser que son pays il est mieux que les autres. Ce qui est très sain en réalité, parce que si tout le monde pense comme ça, c'est très sain. J'appelle ça le nationalisme câlin, le nationalisme modéré, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'envers les autres. Voilà. Mais en fait, quand vous pensez ça, vous êtes un patriote. Ben, en fait, vous êtes nationaliste. Parce que vous pensez que ce que vous aimez est supérieur aux autres, vu que vous l'aimez, que vous le mettez plus en avant et que vous voulez le protéger. Bien sûr. En fait, vous êtes nationaliste. Et si vous pensez le contraire, alors certains, ils le disent aussi, parce qu'il faut dire la vérité, c'est d'un point de vue business. Voilà, tous les gens qui se disent souverainistes également, il y a un business sur le souverainisme, il y a un business sur le patriotisme, et surtout ils veulent pas dire nationaliste parce qu'en fait ils leur tirent dessus et c'est une histoire de guerre d'audimat, de vues, etc. Ça faut le dire aussi, tu vois. Mais moi je vous dis, vous serez des oubliés de l'histoire. Voilà, vous serez des oubliés de l'histoire, les gens qui disent ça, et parce que moi je suis souverainiste, je suis patriote. La même chose. Mais je suis nationaliste. Genre, en gros. Tout ça, c'est un tout, et en fait, c'est une perte de temps de le séparer. Et moi, d'ailleurs, une de mes missions, et je tiens à le dire, parce que c'est vraiment moi ce que je veux faire, bien sûr, à côté du sport, mais ceci via le sport, via ma carrière, que j'arriverai à faire tout ça, c'est qu'en gros, moi, j'estime que ma mission aujourd'hui, c'est de recréer du français, d'inciter les gens à se reproduire et à se multiplier, comme le Christ nous l'a dit, et d'évangéliser les Blancs. Et les Français notamment, parce que je suis français. Mais moi, je pense que c'est la mission qui m'a été donnée par le Christ. En tout cas, c'est dans cette direction que je vais. Et bon, si vous êtes catholique et vous croyez en la providence, normalement, c'est le Christ qui vous guide. Et donc, du coup, le Saint-Esprit me guide dans ce sens-là. J'essaye de l'écouter. Bien sûr, je suis un pécheur, je ne fais pas tout correctement. Mais voilà, c'est ça mon but. Et toi-même, tu viens d'une famille chrétienne ? Juste, je précise, ouais. Ça ne veut pas dire que le Christ n'est que pour les Blancs, c'est pas ça. Bien sûr. Mais c'est que moi, sur Terre, c'est ma mission. Ouais. Voilà, parce qu'en gros, comme je dis, les nations, les ethnies nous sont propres, mais le Christ est pour tout le monde. C'est bien ça sûr, d'ailleurs le seul universalisme auquel j'adhère. Voilà. Ok. Mais en réalité, mais ça veut pas dire qu'on doit tous vivre les uns chez les autres. Voilà. Même les catholiques, hein, d'ailleurs. Mais en gros, non, il y a d'ailleurs des théologiens qui sont revenus sur ces questions. Bien sûr, il faut, même en tant que catholique, il faut respecter sa nation, la protéger, la nourrir. Il faut se multiplier, mais dans son pays, parce que c'est respecter son père et sa mère, c'est respecter en fait ses racines, et respecter sa nation, bah, c'est dans la lettre. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment ma mission et c'est ce que je veux mettre en avant. Et c'est pour ça que le patriotisme et le nationalisme, cette dichotomie un peu, voilà, cette division, elle est non seulement bête intellectuellement parlant, déjà, premièrement. Donc ceux qui l'utilisent, je dis explicitement, vous êtes bêtes. Si vous n'avez pas compris. Mais vraiment, hein, voilà. C'est pas être taquin, c'est que moi je rentre dans les gens parce qu'aujourd'hui c'est trop important tout ce qui se passe. On a une démographie qui est en berne, il y a des problèmes à peu près dans tous les corps de métier de la France, part peut-être dans l'armement, et je suis très content, c'est très bien, c'est bien si l'armement français s'en sort bien. Mais en fait le problème c'est qu'il y a tellement de grands enjeux actuels. On vit dans un pays où nos femmes sont
sont agressés, violés, sans gêne. Statistiquement parlant, c'est prouvable, et moi je pense que c'est encore pire que les statistiques, parce que j'ai été gendarme, donc j'ai bien vu comment ça se passait. Et en fait, moi j'ai envie de dire à tous ces gens-là qui passent leur temps à faire des lives de 2-3 heures à parler de ces sujets ineptes, moi je suis patriote, mais je suis souverainiste, mais Union Européenne, mais moi je suis pas nationaliste, mais je suis pas raciste, je suis pas truc, je suis pas machin. En fait, pendant ce temps, nos femmes se font violer. J'ai envie de dire, faut se réveiller, il y a des sujets plus importants que ça, et c'est en fait, c'est des petites batailles de coq et d'audimat et de chiffre d'affaires. Voilà. Et en fait, on n'a plus le temps pour ça. Maintenant, il faut se serrer les coudes, il faut avancer, il faut se battre ensemble. Parce que, comme tu dis, les communistes, les gauchistes, eux, en attendant, ils font leur propagande depuis des années, ils sont tous ensemble jusqu'à un certain point. Parce que moi, je pense qu'il y a sur certaines choses, ils ne seront plus ensemble, mais surtout quand ils sont au pouvoir. Mais en attendant, voilà, ils sont ensemble et... ils font front commun, voilà, le front populaire. Hein, c'est la traîtrise, pas populaire, c'est la traîtrise voilà, commune. Voilà, ils trahissent mais ensemble, c'est de manière solidaire.